Rebonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette Agora du Lot. Donc, peut-être certains d'entre vous étaient présents à l'Agora d'ouverture le 4 novembre. Vous avez le droit de nous suivre sur tout notre parcours. Donc, on sera présent plusieurs fois sur l'ensemble du mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, à chaque fois en visioconférence, puisque bien entendu, on s'adapte aux conditions et à la situation que je sais qu'est sur ces mois, ces semaines, on va dire, à venir. En tout cas, même si ces agoras sont à distance, elles sont vraiment territoriales. On a voulu garder cette notion de territoire. Je vais vous présenter dans cette rapide introduction les personnes qui participent à nos côtés à l'organisation de cette agora lotoise. Donc, comme le rappelait Sylvie, nous avons deux parties en fait dans cette agora. Une première partie de table ronde qui vont consister en des échanges en fait sur la situation actuelle, sur le vécu des entreprises de l'ESS de cette année 2020, et puis pour réfléchir ensemble à la place des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les transitions écologiques, économiques et sociales. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h30. Voilà, pour des débats ensemble. Donc, pour les petites contraintes techniques, je vous demanderai de bien couper vos micros et vos caméras, à part pour les participants, bien entendu, qui interviennent lors de la table ronde à nos côtés. Et si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, n'hésitez pas à le faire via le chat. Donc, on est plusieurs personnes de la CRES à animer cette table ronde. Donc, vous avez entendu Sylvie Kermarek, que je remercie d'avoir organisé l'intégralité de cette table ronde et des ateliers qui vont suivre. Ça y est, je l'ai. Voilà, c'est pour ça que je rappelle de bien couper ces micros. Et on a également de la CRES, donc Louise Barrault, que vous entendrez tout à l'heure pour la première partie sur les impacts de la crise, qui vous présentera quelques chiffres sur l'Occitanie et plus spécifiquement sur le territoire du Lot, quelles ont été les incidences de cette crise sur nos entreprises de l'ESS, et également, qui est présente également, mais que vous ne voyez pas à l'écran, Coralie Miraval, qui est facilitatrice et qui justement fait entrer les personnes dans la salle de réunion et prend les questions sur le chat et qui va également enregistrer cette réunion. Donc, sachez que si vous avez des personnes qui sont intéressées pour la voir et la revoir, la réunion sera accessible en replay. Voilà, on mettra à disposition sur YouTube. Donc, je voulais remercier l'ensemble des intervenants avant de laisser la parole à notre vice-présidente de la CRES, Bérénice Donden, qui est présente et que je remercie de participer aujourd'hui pour présenter la CRES et puis évoquer ces thématiques avec nous aujourd'hui. Donc, je remercie Anne, j'espère que je n'écorche aucun nom, pardon, Anne Falgueret, qui est coordinatrice de l'Université rurale Quercy-Gouergue, Sylvain Pambour, représentant en fait le réseau TCO, donc Territoire et Citoyens en Occitanie, Audrey Fenestre, conseillère en formation développement à la DEFPAT, et puis nos entreprises témoins. Je remercie aussi à nos deux intervenants, donc Marc Majorel, qui est délégué général de la Mutualité française du Lot, et Julien Bastide, qui est directeur d'une association d'insertion RTER, voilà, qui auront l'occasion de témoigner. Voilà, mais je vais laisser la parole à Bérénice pour se présenter et intervenir à nos côtés sur cette agora lotoise. Et bonjour à tous et toutes. Donc c'est un grand plaisir d'ouvrir cette agora du Lot pour la CRES Occitanie en tant que vice-présidente de la CRES Occitanie. Je précise par ailleurs que je suis membre au titre du Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie, donc membre du bureau de la CRES. Donc merci. Le premier remerciement que j'aurais envie de dire, c'est d'abord merci à André Ducournau qui, je pense, impulse un élan nouveau à la CRES Occitanie aujourd'hui et nous mobilise tous fortement autour de ce projet commun qu'on bâtit au niveau national, qui est la République de l'ESS. La République de l'ESS, c'est un pari. C'est un pari qui, rappelez-vous, finalement est la suite de ce que nous avions construit en 2011 avec les États généraux de l'ESS où, rappelez-vous, 5000 acteurs de l'économie sociale et solidaire avaient investi le Palais Brognard
pour porter haut et fort les propositions, les 400 cahiers d'espérance, les propositions des acteurs de l'ESS. Et je crois que ça avait donné beaucoup de fruits à cette époque, puisque nous sommes arrivés à convaincre les différents gouvernements à ce qu'il y ait une représentation de l'ESS, alors dépendant parfois du ministère de l'économie comme à présent, mais parfois aussi du ministère de la Transition écologique. En tout cas, nous avons fait entendre notre voix. Et cette République de l'ESS, qui vient d'être lancée par l'ensemble des membres de l'ESS France, dont font partie toutes les CRES aujourd'hui, dont la CRES Occitanie, qui joue un rôle important, dont le mouvement pour l'économie solidaire, dont l'ensemble du secteur mutualiste et coopératif, eh bien, nous avons souhaité tous ensemble, je dirais, faire un espace de convergence que nous avons nommé République de l'ESS, qui serait en quelque sorte un projet collaboratif ouvert alors aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux entrepreneurs, bien évidemment, aux entreprises, mais plus encore aux citoyens et citoyennes. Et vous savez à quel point je suis sensible à ce sujet. La citoyenneté, c'est ce qui est au centre finalement des entreprises sociales et solidaires qui se créent, et notamment dans notre territoire. Juste quelques mots aussi sur notre territoire régional. Nous disons souvent que nous sommes la 3e région en France forte d'entreprises sociales et solidaires. Donc, on rappelle quand même que c'est 739 entreprises et 12% de l'emploi. Ce n'est pas rien. C'est plus de 213 000 salariés. Donc, on voit qu'on constitue une forte importance en tout cas dans l'économie locale. Je reviens à cette République de l'ESS, puisque l'Agora que nous allons vivre ensemble aujourd'hui, eh bien, il vise à pouvoir émettre des propositions. La République de l'ESS, c'est quelque chose qu'on va instaurer pendant 1 an, jusqu'en septembre vraisemblablement 2021. Et l'idée, c'est dans cette plateforme collaborative ouverte à tous, c'est de pouvoir autant échanger, je dirais, sur nos pratiques, sur nos expériences, sur nos expérimentations très, très concrètes, et peut-être de faire des liens nouveaux, mais c'est plus encore de faire communauté. La crise que nous traversons, bien évidemment, est inquiétante. Elle est inquiétante en termes de perte d'emploi, elle est inquiétante aussi en termes de coopération qui ont peut-être plus de mal à s'instaurer et peut-être aussi de liens sociaux qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. On a donc un devoir, nous les entreprises de l'ESS et nous les acteurs d'économie sociale et solidaire, à ne pas perdre ce lien et à faire communauté ensemble et à défendre l'économie sociale et solidaire et pour une déclaration politique. Quand on parle, je pense, de république, on parle de ce que nous avons essayé de nommer, ranimer l'idéal d'une république sociale et solidaire. Alors, je participe au niveau national à ce travail, je suis très contente de le faire. En somme, ce que nous avons à réinterroger, c'est bien la République. Et dans la République, ce que nous avons à réinterroger, c'est bien évidemment l'exercice démocratique, il va de soi, mais plus encore les valeurs qui soutiennent la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Or, aujourd'hui, ces droits sont peut-être à reconquérir. Et nous, vous, dans les territoires, vous avez certainement des visions, des choses à porter. Donc, nous avons, je pense, un enjeu à montrer ce que nous faisons en termes d'utilité sociale. Nous avons à défendre vraiment pleinement, par exemple, la liberté d'association. Nous avons des enjeux qui sont liés aux difficultés économiques, évidemment, qui s'annoncent, mais aussi nous avons des enjeux face aux solidarités qui se délitent, des quartiers qui aujourd'hui ne franchissent plus, les personnes ne franchissent plus les portes des structures sociales, elles restent enfermées. Dans le monde rural aussi, on peut constater des ostracismes, des replis sur soi. Il est bien évident que les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux, culturels, les droits de solidarité sont nos enjeux actuels et de demain. Voilà, donc c'est
principalement ce que j'avais envie de partager avec vous. Ce ne sont pas des mots vains. Je pense que ce sont des mots dont nous devons tous nous emparer. Donc, j'espère que vous allez pouvoir contribuer à la République de l'ESS, que de cette agora, là, aujourd'hui, nous allons faire naître aussi des propositions. Je vois qu'il y a des sujets sur la jeunesse, des sujets sur les territoires, l'emploi, l'activité. Donc, ce que je nous souhaite à tous, c'est de réussir cette agora et qu'elle puisse nous permettre d'émettre quelques propositions déjà aujourd'hui, mais surtout de continuer un travail pendant cette année pour montrer aussi comment le Lot, votre territoire, est partie prenante de cette République de l'ESS. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bérénice. J'ai pris, je pense, 10 minutes. Si tu souhaites que je... C'est parfait, je te réinviterai, je pense, à réintervenir en deuxième partie pour reparler justement de la place de nos entreprises de l'ESS dans ces fameuses transitions. On parle beaucoup de la transformation économique, mais on n'oublie pas bien sûr les transitions liées à l'environnement et puis les transformations sociales en général et sociétales qui en découlent. En première partie, en fait, on souhaitait revenir sur ce que tu viens d'aborder, en fait, un petit peu, donc les impacts de la crise sur les entreprises de l'ESS. Donc, on a reçu très récemment quelques chiffres, donc on voulait vous les communiquer pour voilà, je pense que rien ne parle mieux finalement que des chiffres sur la situation en fait que l'on a vécue en 2020 en termes d'emploi et les retombées sur nos entreprises de l'ESS qui, bien que pour la plupart, enfin, en tout cas pour une grande partie en première ligne dans les métiers du soin et du médico-social ont été extrêmement présentes. Mais vous le savez, certaines filières, et peut-être vous-même en faites-vous partie, sont en grande difficulté. Donc, je vais laisser la parole à Louise Barrault, qui est chargée de mission sur l'Observatoire et qui va vous donner déjà quelques chiffres avant de passer la parole à nos entreprises témoins. Merci beaucoup Sandrine de me donner la parole. Je vais du coup vous présenter quelques chiffres. Alors le mieux je pense que c'est que je vous les présente directement à l'écran. Je vais vous en présenter juste quelques-uns. De toute façon vous verrez que dedans il n'y a rien de très surprenant. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc d'abord en commençant par l'Occitanie. Donc on observe une baisse. Alors les chiffres que je vous présente aujourd'hui sont des chiffres de l'URSSAF sur principalement le deuxième trimestre de l'année 2020 en comparaison au trimestre de l'année précédente, donc pour faire une évolution plutôt en glissement annuel plutôt que en glissement trimestriel, ce qui nous permet d'avoir un peu une photographie de la réalité des chiffres par rapport à une année plus normale, une année sans confinement. Donc, d'une manière générale, et c'est ce qu'on observe sur l'Occitanie, sur le département et sur l'ensemble de la France, on a une baisse des effectifs salariés de 2,5% pour l'ensemble du secteur privé, aussi bien dans le ESS que dans le non-ESS. Et pour l'économie sociale et solidaire, une baisse de presque 3% de l'effectif salarié sur le deuxième trimestre. Alors, on s'est concentré sur le deuxième trimestre parce que c'est surtout sur celui-là que se concentre la période de confinement et de déconfinement qui n'a pas, où le 11 mai, comme vous le savez, n'a pas coïncidé avec une reprise de l'activité salariée, loin s'en faut. Donc, c'est principalement cette période-là qui nous permet de voir l'impact à court terme de la crise. Sur l'ensemble de la région, ça correspond à la perte de 5 250 emplois, ce qui est assez conséquent pour l'économie sociale et solidaire. Si on prend le cas particulier du Lot, on se rend compte que la situation dans le Lot est préoccupante puisqu'on a une baisse plus importante sur l'ensemble du secteur privé, aussi bien l'ESS que le secteur privé lucratif, de plus de 5%. Donc, le département du Lot semble être un département particulièrement affecté. Pour l'économie sociale et solidaire, ça représente une baisse de 4,5% des emplois par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à la perte d'un peu plus de 250 emplois.
Il y a quelque chose que je ne vous montre pas là sur le tableau, mais qui est quand même intéressant de le souligner, c'est que le nombre d'établissements employeurs a également baissé de manière assez forte, surtout en ce qui concerne la famille des associations. Donc, on ne sait pas encore vous dire aujourd'hui si cette baisse du nombre d'établissements employeurs est due vraiment au Covid, ou alors si ce sont des associations qui ont mis leurs salariés en chômage partiel et qui du coup ont été en sommeil pendant cette période de confinement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera à surveiller à partir de l'année prochaine. Là, pour le moment, donc ça c'est la situation, la photographie pour le deuxième trimestre 2020. Il faudra également voir quel était l'impact du deuxième confinement. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je finirai par vous présenter, de faire un petit focus sur les secteurs d'activité qui ont été les plus impactés par cette crise, en vous présentant des données plutôt au niveau régional, mais c'est à peu près le cas pour l'ensemble des départements. Alors, sans surprise, l'hébergement et la restauration est un des secteurs les plus touchés dans l'économie sociale et solidaire, avec une baisse de 24% de l'effectif salarié. C'est énorme, ça représente à peu près un quart de l'effectif, ce qui correspond à plus de 600 emplois sur l'ensemble de la région. Le secteur culturel, lui aussi, les arts, spectacles et culture a été très très impacté, ce qui n'est pas très étonnant puisque ce sont surtout des emplois dans des structures associatives qui sont assez fragilisés, qui ont été très fragilisés par ce premier confinement, ce qui représente sur l'ensemble de la région une perte de presque 900 emplois. Un autre secteur qui a particulièrement été touché, celui du sport et des loisirs, avec une perte de 10% de l'effectif salarié, à prendre un peu avec des pincettes, puisque il s'agit souvent d'emplois partiels, d'emplois partiels, ou avec des fois des personnes qui sont engagées une fois dans plusieurs structures. Mais ça reste quand même un chiffre assez impressionnant et c'est vraiment des structures qui auront beaucoup besoin d'être aidées notamment par les pouvoirs publics pour pouvoir supporter cette crise. Enfin, en ce qui concerne le domaine de l'action sociale, on a une baisse de 3% des effectifs salariés, ce qui peut ne pas paraître très important, mais l'action sociale, c'est le secteur d'activité qui pèse le plus dans l'économie sociale et solidaire, pas seulement en Occitanie, d'ailleurs, c'est une moyenne nationale. Et 3%, ça représente presque 1500 emplois, ce qui est très, très important. Donc, il faudra aussi apporter une attention particulière à ces structures-là. On observe enfin une légère hausse, très très légère, des effectifs salariés dans deux secteurs d'activité que sont la santé humaine et l'hébergement médico-social et social. On peut penser que c'est à cause de la crise sanitaire que ces structures-là ont eu plus besoin de faire appel à de nouveaux effectifs salariés, mais il faudra voir si cette tendance se confirme sur le reste de l'année 2020. Je vous écoute évidemment si vous avez des questions ou s'il y a besoin d'un point de précision. N'hésitez pas donc à poser vos questions sur le chat si vous souhaitez d'autres éléments. On pourra bien entendu vous faire parvenir ces différents chiffres et puis dès lors qu'ils seront actualisés et qu'on recevra de nouvelles données par l'URSSAF, je pense malheureusement en fait que les chiffres dans le courant de l'année iront à peu près dans le même sens. Nous pourrons bien sûr vous les communiquer. Merci beaucoup Louise pour cette présentation. Je vais donner la parole dans l'ordre Monsieur Majorel, peut-être pour nous faire un retour d'expérience du vécu de la mutualité et des mutuelles, si vous souhaitez témoigner, s'il vous plaît, par rapport à ce retour 2020. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, moi j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis avant tout militant MGN. MGN, c'est une mutuelle ouverte à tous, mais qui est quand même issue de l'éducation nationale. Et je suis également président de la Mutualité française du Lot. Et là, actuellement, je me situe à Montfaucon, qui est un établissement de santé, centre de soins éducatifs et EHPAD de 250 salariés. Donc voilà, du côté des mutuelles, donc les mutuelles, lors du confinement,
elles ont joué la solidarité nationale en ne mettant pas au chômage partiel leurs salariés. Donc, nous, dès le confinement, tous nos salariés sont rentrés à leur domicile, mais voilà, on n'a pas fait appel au chômage partiel. Donc voilà, on a joué la solidarité pleinement avec la nation. Ensuite, moi, au niveau de la mutualité française, dès l'ouverture du confinement, on a proposé à l'hôpital de Cahors de mettre à disposition notre crèche. Donc, on a une crèche mutualiste à Cahors, qui n'est pas très loin de l'hôpital. Et on a proposé donc ce service pour soutenir, j'ai envie de dire, l'effort national dans la crise. Ça s'était bien apprécié. On a été ensuite vraiment dans les premiers à accueillir à réouvrir rapidement aussi, donc dès le déconfinement. Ensuite, voilà, moi, au niveau donc, de Montfaucon également, l'établissement où on a donc 130 lits, on a fermé des services entiers pour pouvoir accueillir des patients post-Covid. Voilà, donc voilà, dans cette crise-là, les mutuelles ont fait œuvre de solidarité, mais aussi, elles ont mis à disposition leur établissement. Ça, c'est important. Et voilà, moi, je suis surpris quand même des chiffres un peu inquiétants de cette baisse quand même de 5%, de centaines d'emplois qui sont perdus dans le Lot. Je n'avais pas ce ressenti. Moi, j'ai créé, au niveau de la mutualité, j'ai créé 3 CDI au printemps 2020. 2 sont pourvus, j'en cherche encore. Vous voyez, donc voilà, donc j'ai des emplois pour voir en tant qu'opticien, mais on crée de l'emploi dans la mutualité. Et là, sur Montfaucon, je vous assure, on cherche des aides-soignants, des personnels d'entretien, donc des ASH, vulgairement, des aides aux soins, des infirmières. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'emplois pour voir dans le médical. Donc, voilà, c'est surprenant voilà, qu'il y ait cette adéquation. Et avec le Ségur de la santé, je le dis aussi, le Ségur de la santé a revalorisé fortement ces métiers-là. Tous les personnels dans nos établissements vont avoir une augmentation de 185 € net, ce qui fait que je le dis parce que c'est quand même des fois, pour l'autre, c'est des bons salaires. Un aide-soignant en début de carrière va en mars avoir un salaire de 1500 € net. Donc en début de carrière, moi qui suis enseignant, on commence beaucoup moins que ça. Donc voilà, des emplois pour voir, il y en a dans le Lot encore. Donc je peux vous dire que nous, on embauche. Et je vois Louise qui lève la main, peut-être qu'elle veut compléter mes propos. Louise? Je ne levais pas particulièrement la main. Je disais dans le chat que la baisse des emplois doit être confirmée sur les prochains chiffres que nous allons recevoir début 2021 pour voir si la tendance se confirme et qu'il est fort probable qu'il y a une très forte baisse pour certains secteurs d'activité, dont les 3 que je vous présentais. Et il est très probable que dans un département comme le Lot, c'est cette baisse drastique dans ces secteurs-là qui vienne tirer la moyenne vers le bas. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut évidemment appliquer à l'ensemble de l'ESS ni à l'ensemble des familles, que la situation des associations est différente de celle des mutuelles qui n'ont pas les mêmes modèles économiques et pas la même capacité à rebondir. Voilà, moi j'ai fini mon propos, moi. Donc, Excusez-moi, je croyais que vous souhaitiez recompléter en fait voilà, vos propos. Donc en même temps, c'est bien, c'est que ça nous donne des éléments plus positifs que ceux qu'on entend aujourd'hui et qui viennent en effet tempérer la tendance. Mais comme le présentait Louise, en effet, c'est sur d'autres secteurs en fait où on ressent une baisse et que les transferts d'emploi ne sont pas toujours possibles puisque c'est pas les mêmes compétences en fait qui sont attendues. Puisque ce que vous signalez sur ces emplois en tension, c'est quelque chose qui existait, si je ne me trompe pas, déjà avant la crise, en fait, où en effet, on était sur des métiers qu'il était compliqué de trouver, en fait. Voilà, et puis, c'est des personnes, on le sait, qui ne se forment pas du jour au lendemain, donc qu'il faut faire entrer en formation sur des métiers de soins. Je vais donner la parole à Monsieur Bastide en vous remerciant, Monsieur Majorel, de votre intervention. Voilà, peut-être un autre éclairage, celui d'une association d'insertion. Voilà. Oui, bonjour, Julien Bastide, donc directeur de l'association RERTR, qui est le réseau d'entraide de relations Terre Rouge à Cahors. Merci d'abord à la CRES de pouvoir me faire intervenir et par là même de porter la voix de cette association, mais aussi plus largement des structures d'insertion à travers le réseau Coralie dans le département du Lot. Donc, juste avant de parler de l'impact de la crise sanitaire, faire le lien un peu avec l'économie sociale et solidaire et l'IAE. On parle souvent donc de l'économie sociale et solidaire comme une économie qui répond à un besoin social.
Aujourd'hui, RERTR, on est sur une association donc, qui est née en 90 de la volonté de femmes du quartier Terre Rouge, qui est un quartier politique de la ville à Cahors, de développer leurs compétences et pour certaines d'apprendre le français. 30 ans plus tard, vous allez me dire quel anniversaire, effectivement, on continue à être toujours à suivre cette ligne rouge que tracent les projets associatifs à travers la mise en place de chantiers d'insertion, d'abord cuisine en 1990 et ensuite dans les débuts des années 2000 le chantier d'insertion, approvisionnement de l'épicerie sociale et solidaire et éco-blanchisserie. À côté de ça, on n'est pas que chantier d'insertion, on est aussi centre de formation, puisque l'objectif était d'apprendre le français, de lutter contre l'illettrisme, de faire des cours d'alphabétisation. On s'est développé petit à petit par rapport aux besoins des salariés de l'association, donc notamment en mettant en place des cours de mobilité sur le code de la route, mais jusqu'à la santé, la sécurité au travail, puisqu'on est aujourd'hui certifié sauveteur secouriste du travail, on a l'habilitation pour faire passer cette certification-là. Donc, nous rentrons dans le champ clairement de la lutte contre les exclusions sociales et professionnelles, puisqu'on intervient à travers 3 possibilités. À travers la mise en situation, d'abord, des publics en difficulté sur un support d'activité, je vous l'ai dit, on en a 3. Et ensuite, à travers l'accompagnement socio-professionnel et les formations adaptées. On raisonne un peu comme une entreprise école au niveau de l'association. L'organisme de formation est né par rapport aux besoins des salariés et se développe par rapport toujours à leurs besoins. Alors, on s'est développé depuis, on s'adresse aussi aux résidents du quartier, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes réfugiées ou encore même demandeurs d'asile. Alors moi, je dis souvent qu'on est très régulièrement cantonné au vu des regards extérieurs sur une action qui est un filet de sécurité sociale. Je dis attention, on est aussi un acteur économique. On est un acteur aujourd'hui, RERTR, c'est 50 salariés dans l'année, c'est un demi-million de salaires à injecter. Et si on dézoome et qu'on parle des chiffres du département du Lot, puisqu'on en a parlé, l'IAE, à travers son réseau Coralie sur le département du Lot, c'est plus de 900 salariés. Et derrière, c'est presque 5 millions de salaires et de cotisations réinjectées dans l'économie locale. Donc voilà, juste pour replacer le contexte de l'association et de l'IAE plus généralement. Donc, vous avez posé la question de l'impact de la crise sanitaire par rapport à notre structure. On est beaucoup, peut-être plus impacté que la mutuelle, selon ce que j'ai vu du témoignage de la mutualité la MGEN. Nous, à partir de mars, du fait de nos activités, on intervient au niveau de la restauration, on intervient au niveau de l'hébergement à travers un service blanchisserie. On a été impacté très clairement puisqu'on a été dans l'obligation de mettre en activité partielle ces 2 ateliers-là. Alors, à savoir que j'ai toujours voulu, dès le lendemain de la prise de parole présidentielle, comme quoi sur la mise en place du confinement, j'ai toujours voulu maintenir le lien travail, qui est un lien important pour les gens qu'on accueille. On s'adresse beaucoup à des personnes qui sont isolées et le travail a eu, pendant ces 3 mois compliqués, et a été aussi le moyen de se rassurer en coupant des légumes ou autres. Donc, on est vraiment sur le travail comme vecteur social. Derrière, il a fallu quand même faire des choix, puisqu'on est passé de plus d'une trentaine de clients sur la blanchisserie à 4. Par contre, 4 qui comptaient sur nous et qui avaient du sens. On répondait à des besoins sur des centres de confinement pour des personnes sans hébergement, sur l'entretien du linge ou sur la location entretien du linge. On intervenait sur le traiteur, sur les repas, la fourniture de repas pour les adolescents, les mineurs non accompagnés, donc notamment en partenariat avec le Centre départemental de l'enfance. Donc voilà, aujourd'hui, cette crise, elle nous a
fortement impacté, bien sûr, au niveau économique. C'est 1/3 du chiffre d'affaires de l'association qui est parti en fumée, donc sur cette année 2020. Maintenant, elle a aussi pu mettre en avant une capacité d'adaptation qui est intéressante et qui s'appuie toujours sur l'ancrage qu'on a dans les quartiers, que ce soit celui de Terre-Rouge ou celui de Sainte-Valérie où nous intervenons. On a à la fois mis en place des plats emportés, secteur sur lequel on n'était pas du tout, de la livraison aujourd'hui. On travaille sur la mise en place d'un restaurant associatif d'insertion qui, je l'espère, pourra être aussi une capacité de retrouver une autonomie financière dans les années à venir. Sur la blanchisserie, on n'a jamais coupé le lien, donc, mais l'activité était en pointillé. Donc, de ces pointillés et de ces trous d'air un peu dans le quotidien, on a mis en place à côté des ateliers de repassage, on a mis en place un atelier de fabrication de masques. On a pu participer pendant 2 mois lors du dernier confinement à la confection de masques dans le cadre d'un programme départemental qui s'appelait Masques solidaires. Et au niveau de l'épicerie sociale et solidaire, on a pu tenter quelque chose qui nous paraissait intéressant, à savoir faire une vente dépôt de pain dans un quartier où il n'y a plus de commerce depuis des années. Et lorsqu'il y a eu une restriction des déplacements, on s'est aperçu que les habitants venaient dans l'épicerie sociale et solidaire pour savoir s'ils pouvaient bénéficier de pain, entre autres de produits de première nécessité. Donc, on a mis en place tous les mercredis matin cette vente dépôt de pain en partenariat avec une boulangerie locale. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se transformer très certainement en 2021, premier trimestre 2021, vers une possibilité d'approvisionnement extérieur avec la création d'un marché en partenariat avec la ville de Cahors dans un quartier qui n'est pas politique de la ville, mais qui est dit en veille et qui est une autre façon de développer les activités de la structure, puisqu'on va y proposer nos plats emportés, mais aussi tous les services de l'association sur la formation, sur l'emploi, etc. Donc voilà, cette crise, elle a été aussi l'opportunité de nous, au-delà des activités, tous les permanents de la structure ont pu bénéficier de formations dans le cadre de leur temps d'activité partielle, qui était de 30 à 50%. Et ça a pu nous permettre de nous remettre à niveau sur un certain nombre de choses, le numérique, etc., où tout le monde n'était pas forcément sur les mêmes niveaux de compétences. Voilà pour notre petit témoignage. Petit, mais très riche en tout cas, je l'ai trouvé. Et ça nous rappelle pas mal d'éléments importants. De redire que les entreprises de l'ESS sont des entreprises, et vous l'avez bien dit, baisse de chiffre d'affaires, activité partielle. Et comme vous le disiez fort justement, le travail est un vecteur social, et donc mettre des personnes en insertion au chômage et ne plus pouvoir leur fournir d'activité, ça a évidemment un retentissement, comme ça peut l'avoir chez n'importe quel salarié, mais certainement c'est ressenti très fortement chez les salariés en insertion. Et puis tous ces mots extrêmement intéressants que vous avez prononcés et qui sont aussi le fait de l'économie sociale et solidaire, donc l'adaptation, la force d'adaptation, le partenariat, la solidarité. Et donc je vois que vous avez mis en avant et finalement su profiter de ce temps, profiter entre guillemets, mais de ce temps de crise en tout cas pour vous repositionner et puis être dans une dynamique qui reste extrêmement positive. Donc ça fait du bien aussi d'entendre tous ces côtés positifs. Donc merci pour votre témoignage, Monsieur Bastide. Merci aussi également à Monsieur Majorel. Je voudrais faire également faire intervenir les différents participants experts à la table ronde. Donc je vais rappeler les personnes puisque vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints. On est 47 participants, donc merci vraiment de votre présence. Je sais que c'est un mois compliqué. Vous êtes tous très certainement pris par la gestion de cette crise. Donc, merci d'être présents. Donc, autour de la table, en fait, donc on a Anne Falgueret, qui est coordinatrice de l'Université rurale Quercy-Rouergue, association, mais elle en parlera, qui porte le DLA, c'est ça, donc le dispositif local d'accompagnement. On a également, excusez-moi du bruit qu'il y a derrière mon audio, mais
la pluie tombe sur Toulouse. Hein. Nous sommes à Toulouse, un petit peu plus loin de vous. Sylvain Pambour, qui représente le réseau Territoire et Citoyens en Occitanie, Aude Fenestre, conseillère en formation développement à la DEFPAT, et également nous ont rejoint Mauve Fréchet de la MGN, qui veut témoigner également, bien sûr, elle est la bienvenue, et Monsieur Sicre de l'association L'Espère. On aimerait en fait vous entendre sur un questionnement que l'on avait. Finalement, on le voit, le Lot est une zone qui a été touchée par la crise, mais finalement peu touchée par la crise sanitaire. Il y a eu très peu de cas, en tout cas durant ce premier confinement. Et pourtant, les conséquences, et comme on l'a vu dans la présentation de Louise, se sont fait ressentir en termes d'emploi et puis par le témoignage notamment de Julien Bastide, on sent qu'en effet, il y a eu une baisse en tout cas d'activité. Voilà, peut-être si vous pouviez nous parler des conséquences de cette crise et du ressenti en fait des entreprises de l'ESS sur le territoire du Lot. Oui, je peux commencer si vous voulez. Bonjour à tous, Anne Felgueret, donc je suis coordinatrice de l'URQR, Université rurale Quercy-Rouergue. Donc nous sommes basés à Villefranche de Rouergue, en Aveyron, mais nous couvrons les départements du Lot et de l'Aveyron, association d'éducation populaire et de développement local. Aujourd'hui, c'est plus au titre de notre activité de PAVA, de point d'appui à la vie associative, du coup, que j'interviens. Donc, on a 3 activités, une activité de formation pour adultes, une activité d'accompagnement des territoires et donc cette activité de point d'appui à la vie associative. Nous sommes labellisés CRIB, encore un acronyme, je sais que quelqu'un a demandé de préciser les acronymes, j'en suis désolée. Donc CRIB, Centre de ressources et d'information des bénévoles bidépartemental, et nous portons aussi le DLA, dispositif local d'accompagnement, pour l'Aveyron et pour le Lot. Donc, ce qu'il faut retenir de ça surtout, c'est voilà, on est un lieu ressource parmi d'autres, parce que je précise qu'on n'est pas les seuls, et que c'est aussi ça qui est important dans un peu l'écosystème de l'accompagnement des structures de l'ESS. Mais voilà, on est un des acteurs de l'accompagnement des associations, essentiellement, donc qu'elles soient employeuses ou non employeuses, donc dans le Lot, puisque là, aujourd'hui, on est plus sur le Lot. Ce qui est un préalable, déjà, c'est que du coup, toutes les associations sont gérées par des bénévoles, donc des citoyens, ce que disait Bérénice tout à l'heure en introduction, et que, bien évidemment, au-delà de le fait même d'être association, ben, on a des personnes qui gèrent des projets, qui gèrent des personnes, et que ben, ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive encore, forcément, ça impacte aussi les façons de penser et d'agir. Du coup, au niveau des associations employeuses, donc le DLA a été le relais du dispositif de secours ESS mis en place au niveau national, donc qui a été activé dans le Lot par certaines associations. Concrètement, sur le premier confinement, on a eu peu, voilà, c'est pas là qu'on a vu réellement l'impact de cette crise. Là, maintenant, clairement, on le voit, surtout avec cette deuxième vague et ce deuxième confinement qui met réellement, voilà, pour certaines associations, un réel coup de massue, coup d'arrêt sur de l'activité. Les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure par Louise sur l'impact important, enfin, moins 20% sur la culture, le sport, c'est clair que voilà, on est sur des secteurs qui nous sollicitent de façon plus importante. Après, voilà, nous, notre rôle, c'est voilà, de rester en veille sur les dispositifs, les mesures, les aides qui sont déployées, parce que malgré tout, le réseau d'accompagnement se mobilise, que ce soit le mouvement associatif, le réseau Viasso, via les points d'appui à la vie associative dans toute la région. Et puis, bien évidemment, nous, on travaille beaucoup avec les directions départementales de cohésion sociale, protection des populations, les autres CRIB. Donc, on a aussi Prosport dans le Lot, qui est plus sur la gestion de l'accompagnement de l'emploi, voilà, le groupement d'employeurs aussi. Enfin, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je parle là au nom de l'URQR, mais clairement, c'est tout un tissu d'acteurs qui accompagnent. Nous, voilà, on relaie aussi. Alors, il y a ensuite des aides, des mesures qui sont mises en place par secteur, que ce soit dans le secteur de l'environnement, de la culture, du sport, sur le volet financier. Voilà, le réseau France Active aussi agit fortement sur ce plan-là. Voilà. Après, concrètement, voilà, nous, on est aussi sollicités sur des questions très
pratico-pratique de comment on continue malgré tout à s'organiser, comment on fait pour continuer, pour avancer, continuer à décider. Voilà, les associations quand même ont la caractéristique de s'adapter continuellement. Hein. Elles se sont adaptées au changement de politique, au changement de modèle de contractualisation, à la numérisation des démarches. Voilà, elles s'adaptent continuellement et elles sont persévérantes, mais effectivement, là, la crise peut freiner les idées. Après, j'ai bien aimé tout à l'heure Julien Bastide qui parlait de trou d'air. Et clairement, sur le premier confinement, pour certaines associations, ça a été vu aussi de ce confinement, de dire, bon, ben, on a du temps aussi pour reconsidérer le projet. Voilà, il n'y a pas que du négatif aussi, même si on est clairement dans une crise sociale, politique, économique, voilà. Mais clairement, voilà, c'est aussi du temps pour reconsidérer des projets, pour sortir la tête du guidon, pour ouvrir ses œillères, se former, inventer et puis continuer à s'adapter, ce que font les associations depuis pas mal de temps. Voilà un petit peu sur l'état des lieux, enfin, à chaud de ce que je peux en dire. Voilà. Merci beaucoup. Je peux peut-être compléter en fait ce qu'a dit Anne, puisque ça va vraiment dans le même sens. Donc bonjour à tous, je suis Audrey Fenestre de la DEFPAT, une association également, une association qui intervient sur les 6 départements du nord de la région, sur de l'accompagnement à des porteurs de projets en milieu rural, c'est la spécificité. Donc, projets ESS ou non ESS et des projets d'accompagnement privé ou d'accompagnement de partenariat public-privé. Et comme Anne et l'URQR dans le Lot et l'Aveyron, nous on porte le DL en Lozère. À ce titre-là, j'ai un petit peu aussi suivi et animé le dispositif de secours. Et je partage les constats, hein, en fait, c'est-à-dire que quand même des secteurs très fortement impactés, donc des secteurs de l'ESS qu'a évoqué Louise, très fortement impactés par la première vague de la crise, mais encore avec effectivement, ce que disait Anne, un bon niveau de résistance, dans le sens où il se disait, bon, on arrive à, pour l'instant on tient le choc, on essaie de réinventer les projets, on va voir, mais la question, ça va vraiment se poser à l'automne. Et donc là, on y est. Et effectivement, je suis un petit peu inquiète, moi, sur les chiffres qu'on pourra avoir de comparaison de septembre 2019, septembre 2020, ou enfin octobre-novembre, parce que je pense que sur ces secteurs-là, bah, notamment avant l'été, tout ce qui était festival, par exemple, on ne savait pas encore s'ils allaient pouvoir se tenir ou pas, essayer d'imaginer des solutions alternatives. Mais effectivement, ce secteur-là, voilà, ça va être, c'est des secteurs pour qui ça va être très difficile. On pense aussi au secteur de la famille rurale, enfin, qui font de l'accueil, pardon, CLSH, centre de loisirs, puisque en fait, avec des parents confinés, les parents confinés ne faisaient plus forcément appel à de la garde d'enfants dans le milieu associatif, centre de loisirs, des choses comme ça. Donc voilà, une difficulté de naviguer à vue, avec néanmoins des contraintes sanitaires qui les obligeaient à garder quand même pas mal de salariés. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs auxquels on ne pensait pas forcément, mais qui sont toujours très impactés, qui naviguent à vue. Et ça, c'est notamment sur les associations. De façon plus générale, j'ai envie de dire, sur l'économie solidaire, je partage aussi un peu les constats de Julien Bastide, c'est-à-dire quand même la capacité des territoires, parce que nous, on travaille vraiment au plus près des communautés de communes, notamment enfin, des collectivités, et la capacité des citoyens, en fait, à réinventer les choses. Et donc, notamment, effectivement, autour des questions de l'alimentation, avec de la relocalisation. Ah, je crois qu'on a perdu la connexion. Ah. Donc, je crois qu'Audrey a été déconnectée, si je ne me trompe pas. Pardon, excusez-moi, je pense que j'ai un collègue qui a piraté ma connexion, ma connexion Zoom. Excusez-moi. Et donc, je disais, une capacité voilà, des citoyens des territoires à réinventer de nouvelles solutions qui peut-être, en fait, quelque part, seront porteuses dans l'avenir parce que voilà, des capacités à
à faire un collectif et voilà, des gens qui étaient peut-être un peu isolés. Donc, tout ce qui est groupement d'achat citoyen, des liens avec les producteurs. Beaucoup, alors l'exemple aussi de JM Bastide autour des masques, c'est quelque chose que j'ai vu moi sur plusieurs territoires, c'est-à-dire à partir de ce moment de crise, il fallait produire des masques, de recréer des collectifs de citoyens en fait qui, suite à cette première vague, ont envie de poursuivre l'aventure collective, j'ai envie de dire. Et voilà, donc en résumé, voilà, des secteurs, c'est clair, très fortement impactés, voilà, pour lequel ça va être très compliqué de se reconstruire. Et je pense qu'il va, voilà, il va y avoir des champs un peu à reconquérir, mais aussi des nouvelles initiatives citoyennes qui vont dans le sens de l'ESS. Et ça, je trouve, c'est plutôt encourageant. Et ça va peut-être voilà, perdurer dans le temps. Merci beaucoup pour votre témoignage. Sylvain Pombourg, si vous souhaitez également prendre la parole. Oui, rapidement, alors, je vais me présenter et essayer de faire un tout petit écho à ce qui vient d'être dit. Donc, moi, j'ai un ancrage multiple à l'ESS puisque j'ai longtemps été coordinateur de l'association. Aujourd'hui, j'ai une activité de consultant qui est logée, entre guillemets. Je suis entrepreneur salarié associé, donc au sein d'une CAE. Et je suis ici parce que dans le cadre de mes activités, j'anime et j'accompagne un réseau qui s'appelle Territoire et Citoyens en Occitanie, qui est un réseau assez récent, qui a été créé en 2018 et qui en fait est un réseau régional de l'UNADEL. Désolé pour les sigles encore. Donc l'UNADEL, c'est l'Union nationale des acteurs de développement local. Voilà, donc ce réseau il s'efforce en fait de réunir des acteurs de façon aussi large que possible, c'est-à-dire les acteurs évidemment classiques ou historiques du développement local, mais justement également aussi les gens qui peuvent être sur la politique de la ville, par exemple, sur le travail social, sur la question des transitions, des gens impliqués comme militants. Voilà, la question démocratique est très importante dans ce qu'essaie de faire le réseau. Donc, voilà, on a organisé des rencontres régionales. On essaye d'en organiser nouvellement. Donc, c'est assez compliqué puisqu'on risque, comme pour ces agoras, de se retrouver voilà, devant une caméra au lieu d'être ensemble sur un lieu. On avait envisagé des lieux ruraux pour nos 2 prochaines rencontres. Voilà. Moi, je peux juste témoigner à partir de mon activité propre, puisque je réalise aussi des DLA. Et de fait, je travaille sur 2 DLA en ce moment. Et l'impact Covid, il est clair qu'il est fort. Mais c'est aussi une opportunité, quelque part, pour re-questionner un peu l'activité, pour re-questionner les modèles, en particulier les modèles économiques, mais pas seulement, le projet associatif. Et en ça, c'est porteur de quelque chose d'un peu positif, dès lors qu'on essaye de transformer les contraintes en atouts. Voilà. Je réinterviendrai plutôt sur la question des transitions, je pense, puisqu'on essaye d'y travailler beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, bien entendu, juste après, puisque c'était l'objet de la deuxième partie, vous le saviez, donc cette table ronde, c'était bien qu'on puisse faire le point ensemble en fait sur le vécu de la crise dans un territoire comme le Lot. Et merci vraiment pour vos témoignages. Et dans ces témoignages, on sent aussi quand même du positif, en tout cas sur ces capacités d'adaptation, de savoir rebondir, voilà, de vraiment cette adaptation continuelle que l'on connaît. Et j'allais dire, voilà, souvent les crises sont l'occasion aussi de se re-questionner et de s'adapter de nouveau. On voulait bien sûr s'interroger avec vous sur la place des entreprises de l'ESS dans ces transitions écologiques, économiques et sociales. D'ailleurs, c'est ainsi que s'intitule le plan de relance. Quand le préfet nous l'a présenté, voilà, ce n'est pas qu'un plan de relance économique, mais véritablement la question de l'environnement, de l'écologie prend sa place. Et on sait que les entreprises de l'ESS sont bien présentes en fait sur cette thématique. C'est l'occasion aussi de reprendre conscience. On en avait tous conscience. Ça fait longtemps qu'on se pose des questions et que la transition écologique est au cœur des débats, mais elle reprend encore plus d'ampleur avec cette crise.
Se dire aussi que cette crise en 2020, elle a permis aux entreprises et également aux citoyens, vous l'entendez, j'espère, autour de vous et je l'imagine, des personnes, des jeunes notamment aussi, qui se posent des questions sur leur engagement futur. Et ça sera une des thématiques aussi d'ailleurs de nos ateliers. C'est pour ça que l'engagement des jeunes nous a paru une thématique importante. Et aujourd'hui, en fait, les personnes qui se questionnent sur un nouveau modèle économique remettant en question le modèle actuel et le modèle prépondérant, on a envie de leur dire, mais ce modèle, il existe déjà, il est au sein des entreprises de l'ESS. D'où, en fait, l'idée de cette République de l'ESS pour réaffirmer le rôle des entreprises de l'économie sociale et solidaire. D'où l'idée aussi de ces agoras et de vous réunir sur les territoires pour pouvoir faire émerger aussi cette parole et puis voilà, entendre voilà, votre participation. Je propose de te redonner la parole, Bérénice, si tu veux aussi réagir par rapport à la place de ces entreprises de l'ESS dans cette transition, dans ce moment de transition, et pour finalement imaginer non pas seulement la relance, mais vraiment les jours d'après ou les jours heureux, comme le dit le président de l'ESS France, Jérôme Sadier. Oui, alors la place des entreprises dans la transition écologique et sociale, évidemment, elle est essentielle et les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des expériences depuis très longtemps. Je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même certainement des questions à se poser, à savoir comment on finance et on crée, on finance et on consolide les entreprises sociales et solidaires dans ce cadre-là. Je crois que c'est un des sujets les plus importants aujourd'hui. On parle de financement à impact, on parle de finances solidaires depuis très longtemps. Je pense qu'il y a de nouveaux opérateurs qui s'invitent à la table du financement. Il me semble que localement, en tout cas, il y a des questions à se poser sur ces sujets-là. C'est comment et très certainement, mais donc c'est une vision que je me permets de porter au nom du mouvement pour l'économie solidaire aussi, et peut-être au nom de la CRES, c'est que les finances solidaires, pour moi, sont loin d'être abouties. Les finances citoyennes et solidaires. Et il me semble qu'il y a des outils aujourd'hui qui doivent se déployer dans nos territoires. Alors, on a des outils déjà extraordinaires qui existent, bien évidemment, avec Finansol rassemble d'ailleurs un certain nombre d'opérateurs. Et pour autant, quand on prend par exemple l'exemple d'IES, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, on voit bien qu'on n'arrive pas à tellement changer d'échelle et à embarquer je dirais, plus de citoyens dans l'affaire et dans la finance locale. Donc, je dirais que pour réussir exactement la transition écologique, sociale, économique que nous désirons, pour moi, ça suppose quand même de garder la main et que certainement de poser la question de comment les citoyens aujourd'hui s'investissent sur des projets locaux, soit sur l'énergie, et ça, sur le Lot, on a montré des beaux exemples, que ce soit aussi pour le maintien de services ou pour la culture. Et je pense qu'en plus des opérateurs que nous connaissons, je crois que France Active va intervenir tout à l'heure, il faut aussi peut-être imaginer comment dans les territoires on peut impliquer beaucoup plus la société civile auprès des entreprises sociales et solidaires pour qu'elles se continuent dans le temps. En tout cas, c'est cet enjeu-là, moi, que je vois le plus important aujourd'hui. Et je le relirai aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a, tout à l'heure, on disait, il y a des opérateurs qui vont, c'est Anne, je pense, qui évoquait ça, il y a des opérateurs qui vont peut-être disparaître. Parce que ben voilà, quand il y a une crise, je dirais que c'est les plus solides qui arrivent à réussir. Et bon, très bien, mais peut-être devons-nous avoir une attention encore plus grande à ceux qui sont les plus fragiles, parce que ces organisations-là, ce sont peut-être des organisations qui, en termes
de lien social, d'utilité sociale pour le coup. Alors, d'utilité sociale, d'impact social, si on veut, rendre énormément de services et que ça sera une perte pour les territoires. Et je pense qu'associer plus la société civile a un lien aussi avec la capacité des organisations, je dirais, à attirer de nouvelles personnes dans leur gouvernance aussi. Donc, pour moi, c'est deux chemins parallèles. Je me souviens de rencontres qu'on avait fait dans le Lot et avec certains des acteurs présents ici, et où on avait déjà évoqué cette question du vieillissement aussi, de l'épuisement même, des bénévoles qui tiennent tout à bout de bras. Alors là, en période de crise, évidemment, c'est encore plus fort. Je pense que c'est presque une opportunité pour repenser la vie associative, à la fois pour faire venir de nouvelles personnes et des jeunes notamment dans les instances de gouvernance, mais aussi, je dirais, pour ce qui est de la consolidation des entreprises sociales et solidaires. Et je pense que dans le Lot, il y a des expériences intéressantes, donc j'ai hâte d'écouter des choses. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Bérénice, pour cette intervention. Donc, évidemment, on partage en fait ces propos et notamment sur le changement d'échelle. Voilà, vous avez d'ailleurs tous parlé de la fabrication de masques. Donc, on a bien compris que les entreprises de l'ESS, et on le sait sur l'ensemble du territoire et partout en France, se sont adaptées. Voilà, aujourd'hui, vous me direz si cette activité continue, mais ce que j'en sais, c'est que voilà, on a de nouveau en fait fait appel à de grosses sociétés pour produire les masques dont on a tous besoin aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi le signe que parfois, voilà, si peut-être les entreprises de l'ESS s'allient pour rester un peu plus solides, ça permettrait de trouver des solutions. Et puis, merci aussi, Bérénice, sur ton intervention par rapport à la gouvernance. Sylvain Pambour, je peux vous redonner la parole. Peut-être tout à l'heure, vous souhaitiez compléter les propos et intervenir sur cette partie. Oui, je veux bien, merci beaucoup. Bon, on y reviendra, nous, dans notre atelier, hein, bien évidemment, tout à l'heure. Mais pour ce qui est de la question des transitions, effectivement, moi, je pense qu'il est important de considérer, là, on parle ESS, bien évidemment, et c'est fort important qu'on en parle. Et je pense que l'ESS peut y jouer un rôle majeur, mais je pense qu'il faut le penser vraiment en termes d'un mouvement qui doit concerner l'ensemble de la société. C'est-à-dire que, bien évidemment, tous les acteurs de l'ESS ont leur rôle à jouer et peut-être ont-ils un rôle plus important que d'autres à jouer, mais on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à embarquer plus largement. Donc Bérénice le disait, il faut embarquer les citoyens. Et ça, je pense qu'effectivement, si on n'embarque pas les citoyens, les habitants des territoires, ça va être compliqué. Je dis les habitants des territoires parce qu'effectivement, je pense que les transitions, si elles peuvent se renforcer, se mettre en œuvre, se consolider, ça sera à un niveau territorial. Et je pense qu'il faut vraiment le penser comme cela. Et il faut le penser large. C'est-à-dire que jusqu'alors, on a beaucoup, malgré tout, limité la question de la transition, pendant un temps, la transition énergétique, puis à la transition écologique. Hein, voilà, la transition écologique à son ministère. Bon, voilà, très bien. Et aujourd'hui, vous aurez sans doute remarqué que tout le monde fait de la transition, en tout cas affiche la notion de transition, y compris les plus grandes multinationales qui aujourd'hui parlent de transition, quoi. Donc voilà, il nous arrive la même chose que ce qui s'était passé avec le développement durable après le sommet de Rio, où je crois que c'était 92, hein, donc où tout le monde, voilà, ça devient un mot valise et tout le monde se réfère à un mot valise. Mais je crois que c'est important de penser les choses donc plus largement, je le disais, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de l'impact social sur les territoires. Il faut le penser en termes de justice sociale, bien évidemment. On a parlé un tout petit peu de la question démocratique, il me semble. Bon, la question démocratique, elle
elle est traitée de quelle façon chez beaucoup d'acteurs de l'ESS. Mais là aussi, il faut pouvoir renouveler la question démocratique sur les territoires si on veut pouvoir mettre en place et avoir des transitions qui s'opèrent sur ces mêmes territoires. Voilà ce que je voulais dire brièvement, ou pas brièvement d'ailleurs, je ne sais pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez compléter? Je vous laisse reprendre la parole. Audrey Fenestre, Alpha Guéret, allez-y. Peut-être, on a, toujours pareil sur le prisme plutôt associatif, c'est vrai qu'en termes de, alors, oui, de transition, je ne sais pas, en tout cas, la place des associations dans ce mouvement-là. Tout à l'heure, je disais que les associations ont l'habitude de s'adapter et de prendre en compte en fait le contexte qui évolue, l'environnement. Voilà, donc en termes de transition, alors je ne sais pas si on peut l'appeler sociale ou démocratique, effectivement, les associations ont un rôle à jouer, ont quelque chose à dire, puisque de base, une association se crée par des citoyens qui ont un projet, donc qui coopèrent, qui s'engagent, qui partagent des fondements, des valeurs, qui s'essayent aussi à apprendre à faire ensemble, parce que c'est pas facile non plus de faire groupe, de faire ensemble, de comprendre, d'écouter l'autre, de décider ensemble, de reconnaître que l'expérience peut être aussi riche que la connaissance finalement. Voilà. Et alors je sais qu'il y a des associations d'éducation populaire là, j'ai vu, je crois, dans les participants, voilà, les associations d'éducation populaire agissent, alors non pas pour la transition, mais pour la transformation sociale. Et tout à l'heure, dans l'introduction, Sandrine, vous avez parlé à la fois de transition, de transformation. Pour en avoir discuté en interne, nous aussi à l'URQR, enfin, j'ai 2 membres du conseil d'administration qui sont présents là. C'est vrai qu'on se questionne aussi sur cette notion de transition. Est-ce que c'est plutôt de parler de la transformation finalement, parce que on a lu la définition de la transition, on est sûr, c'est le passage d'un état à un autre, en général lent et graduel. Alors bon, est-ce qu'il faudrait pas... voilà, est-ce qu'on est dans la transition ou dans la transformation? Voilà. Après, sur les transitions économiques, c'est vrai que là aussi, les associations s'adaptent. Quand on analyse les modèles économiques dits un peu hybrides, enfin voilà, savoir gérer une association aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, je parle plutôt des associations employeuses, mais du coup, c'est pas simple. On n'est pas sur un format de vente uniquement, je vends une prestation ou un service, mais voilà, il y a comment faire financer ce que nous sommes et ce que nous faisons, mais voilà, c'est... Donc là aussi, les associations ont parfois été impactées, soumises à des transitions ou des transformations, et ça continue. Et voilà. Et après, en termes de transition écologique, voilà, c'est vrai que les associations ont été aussi pionnières sur voilà, les recycleries, les ressourceries, les AMAP, tout ce qui est la dynamique des villes en transition. Il y a aussi Terre de Liens. Enfin, voilà, c'est vrai que là aussi, elles ont des choses à apporter. Et voilà, du coup, et je suis tout à fait, je partage tout à fait les avis sur le fait que voilà, l'ESS est convaincu que la coopération prime sur la concurrence, que l'humain prime sur le profit. Ça serait bien de diffuser ça, d'infuser la société de ça, quoi. Et que du coup, l'ESS ne soit pas seulement porteuse de ça. Voilà. Merci en fait pour cette intervention. Voilà, c'est tout à fait vrai. En parler plus, être plus visible aussi, c'est peut-être l'objectif du mois de l'ESS d'ailleurs, et puis de cette République de l'ESS. Et puis peut-être ça rejoint ce que disait Sylvain Cambourg. Le mot transition, s'il est utilisé par tous, utilisons le mot de transformation. Alors, ce sera un peu plus fort. Si vous permettez, oui. si je peux m'exprimer, donc au titre de la présidente de Mutualité française, donc je défends les mutuelles en général avec un grand M. Donc voilà, nous, notre métier, c'est vraiment bien sûr d'être complémentaire santé, comme des assurances. C'est-à-dire que moi, je vais citer par exemple AXA, Pacifica pour le Crédit Agricole, sont des complémentaires santé qui font le même métier que nous, les mutuelles, sauf qu'elles sont à but lucratif. Vous savez que dans la crise du Covid du printemps, nous avons donc voilà, il y a eu des renoncements aux soins. Voilà, donc très clairement, les mutuelles ont moins à se dépenser.
mais il y a eu un gros rattrapage des soins dentaires, optiques, donc au troisième trimestre. Et donc là, moi, je tiens des centres optiques et il y a encore une très forte activité, l'audition aussi. Et ces jours-ci est débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc une taxe qui va toucher toutes les complémentaires santé de France. C'est-à-dire que nous, dès le départ, on a dit, voilà, si on fait des économies au bout de l'année, on sera prêt à redonner. Pas les assurances. Les assurances, on est d'accord, elles cherchent à faire de la lucrativité. Et là, donc, il a voté ces jours-ci, je vous dis, une taxe de 1 milliard d'euros qui va nous impacter fortement. Donc, nous, c'est dizaines de millions d'euros pour la seule MGEN. Et donc, voilà, cette taxe-là, elle ne se différencie pas avec le lucratif du non lucratif. Voilà. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas mis nos salariés au chômage partiel, on a prêté nos établissements, voilà, on a perdu du chiffre d'affaires pour accueillir du public post-Covid. Donc, on a maintenu nos activités, voilà, on a perdu de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent sur les centres optiques en maintenant mes centres optiques ouverts, les centres d'édition aussi. Donc voilà, on a fait œuvre de solidarité nationale. Et aujourd'hui, le gouvernement va nous taxer. Donc, 1 milliard d'euros, ce n'est pas négligeable. Voilà, et elle va taxer au même niveau les assurances, elles, qui sont à but lucratif. Et ça me gêne fortement. Hier, au Sénat, a été validé un amendement déposé par la mutualité qui disait qu'on souhaitait que ce taux soit différenciant. C'est-à-dire que nous, on paye un peu moins de taxes que les lucratifs. Mais bon, voilà, après, on sait très bien qu'en revenant à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, on a quand même aussi cette problématique-là où beaucoup de monde se revendique du secteur coopératif ou non lucratif. On sait que c'est souvent des façades, donc, et les vrais acteurs de l'ESS sont autour de la table aujourd'hui. Et il faut qu'on soit vigilants tous quand même à ne pas se faire voler notre identité par des grandes sociétés. Quand je vois, moi, des fois Danone faire de la pub ou des grandes structures nationales sur de l'éco-responsabilité, donc voilà, des choses de solidarité, ces mots-là, ils se les accaparent très, très rapidement. Ils mettent les moyens financiers aussi pour le faire. Et ce rassemblement aujourd'hui est là pour dire aussi, on existe. Et c'est très bien. Je vous remercie encore de mener cette action aujourd'hui, même par visio. Donc, on est quand même assez nombreux. Voilà, savoir qui sont les véritables acteurs, c'est important de se le dire entre nous et de travailler entre nous aussi. Voilà. Je veux bien continuer, monsieur Marc Majorel, sur ce que vous dites, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et l'usage des mots, je pense que la République de l'ESS, elle a ce sens de relier le mot à la pratique et à la bonne pratique. Et je pense que l'ESS, j'ai été l'année dernière dans une grande réunion au niveau national où quelqu'un a dit, un expert québécois a lancé comme ça, justement pas loin d'après Danone, d'ailleurs juste après l'intervention de grands groupes du CAC 40, a lancé cette idée-là, a dit l'ESS, finalement, dans quelque temps, ça n'existera plus, toute la société sera sociale et solidaire. Alors, non, c'est pas tout à fait possible comme ça. Donc, je pense qu'on a vraiment à bien expliquer la manière justement dont l'ESS travaille sur les modes de décision, sur les modes de répartition des bénéfices, etc. etc. Ça, il faut l'expliciter. Après, je dirais, dans nos actions territoriales, il y a aussi le monde des petites structures de l'économie sociale et solidaire, de moins de 10 salariés ou de moins de 20 salariés si on veut, mais enfin, il y a beaucoup de très petites organisations et dont il faut aussi, qu'il faut aussi mettre en avant pour toute leur utilité sociale sur les territoires. Tout ne se résoudra pas par une entreprise, je dirais, de type start-up qui se déploierait et qui territoire un seul modèle. Je pense que l'ESS peut bien sûr permettre le déploiement de start-up sans aucun problème, peut-être, mais elle doit surtout permettre la reconnaissance de la diversité de nos territoires et des réponses qu'on donne dans nos territoires. Et je pense qu'il faut qu'on fasse passer un message fort sur le fait que ce sont les territoires qui construisent l'ESS avec des entrepreneurs, des gens et des citoyens et des élus aussi, bien évidemment, qui s'investissent pour un projet de territoire qu'ils partagent. Merci Bérénice de ces propos.
je vous relaisse la parole si quelqu'un en fait veut prendre la suite, intervenir, réagir. Je veux bien, moi, je vais prendre la suite de Bérénice pour compléter, étayer ce qu'elle vient de dire sur des constats de terrain que moi je fais en tant que technicienne de terrain, hein, mais on a vu aussi, au niveau de la DEFPAT, je travaille beaucoup aussi sur la question de l'accueil des nouveaux arrivants dans les territoires ruraux. Et donc, bon, ça a fait la une de journaux pendant le premier confinement. On n'a pas vu de horde de Parisiens venir s'installer dans nos territoires ruraux, mais quand même, on a pu noter de façon assez notoire quand même l'arrivée de populations, alors qui arrivent déjà depuis de nombreuses années, mais ça s'est un petit peu accéléré, de porteurs de projets qui avaient envie, voilà, de porter de nouvelles valeurs dans leur vie en général. Et ça alors c'est donc des projets de vie un peu globaux, mais qui se traduisent aussi par des projets d'activité économique qu'ils souhaitent vraiment porter de sens, en fait. Et ça fait le lien avec les ateliers qui auront lieu tout à l'heure, mais effectivement, c'est des publics plutôt jeunes, et c'est plutôt des publics attirés par le milieu rural qui, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais peuvent incarner aussi les valeurs de l'économie sociale et solidaire, par la possibilité peut-être plus facile de faire du collectif, par le lien à l'environnement, par plein de choses en fait. Et ces profils ont toujours existé, mais on sent quand même que voilà, ça a pu, il y a eu un petit coup d'accélérateur, et que les territoires ruraux, ils doivent être aussi en capacité d'accueillir ces nouveaux arrivants, ces nouvelles initiatives, et voilà, et qui peuvent faire partie de cette transition, transformation un peu globale à laquelle on aspire. Merci de cette intervention. Et puis, je vois aussi dans le chat une intervention sur difficile d'y parvenir sans éducation populaire, éducation au développement et rôle à jouer par l'éducation nationale. Je profite de la présence en fait de Mauve Préché et de Jean-Pierre Sicre, je les ai vus arriver dans la réunion, qui font partie de l'ESPER. Peut-être souhaiter prendre la parole justement sur cet aspect de sensibilisation des jeunes à l'ESS, voilà. Puisque s'il doit y avoir une montée en puissance de l'ESS, elle repose aussi sur les nouvelles générations. Alors, que dire? Oui, alors, donc l'ESPER, c'est une organisation qui représente un petit peu plus de 40 structures de l'économie sociale et solidaire, partenaires de l'École de la République. Donc, en gros, c'est des structures qui sont présentes depuis longtemps, ou pas, mais la plupart sont présentes depuis longtemps auprès de l'éducation nationale. Effectivement, avec le contexte actuel, on est dans une réelle difficulté d'être présent auprès de notre grand partenaire d'éducation nationale. Voilà, donc du coup, moi, je reviens, je crois, à une intervention du début de la réunion, de la visio, mais j'ai l'impression que effectivement, ces associations qui s'inventent, qui se réinventent, qui s'adaptent systématiquement, ben, moi, j'essaye de voir un petit peu la crise, et j'ai l'impression que les structures autour de moi essayent de voir la crise comme un vrai levier pour se réinventer. Voilà, donc on va essayer de s'adapter, de se réadapter, d'être agile. Je crois que c'est un mot qui est à la mode. Dans tous les cas, il n'empêche que voilà, notre activité est largement réduite, mais ça peut peut-être nous permettre de réinventer quelque chose. Voilà. Jean-Pierre, si tu m'entends. Je crois l'avoir vu pendant la réunion, mais je ne sais pas s'il nous entend. Merci beaucoup, Mauve, de cette intervention et de ces propos complétés. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole sur cette thématique? Juste une petite remarque complémentaire par rapport à tout ce qui est gestion démocratique. On parle beaucoup aujourd'hui de comment on peut attirer de nouveaux bénévoles dans des structures qui se professionnalisent. Aujourd'hui, être bénévole aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose qu'être bénévole il y a quelques années de ça sur une structure comme RERTR. On va parler de fonds sociaux européens, on va parler de choses qui n'intéressent pas forcément tous les bénévoles. Je pense que là, on est en train d'essayer de
de voir ça par une autre porte, par une porte activité. Je parlais du restaurant associatif. Quelle place on laisse aux initiatives, quelle place on laisse aux personnes qui viennent s'installer dans les territoires ruraux qui sont pleines de bonnes idées. Comment on peut être à la fois, comment on peut mieux les accueillir et comment on peut participer par notre connaissance et notre réseau à la création de leur entreprise coopérative, associative, peu importe. Ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, enfin, pour ma part, l'IAE doit pas, l'insertion par l'activité économique, donc doit pas être uniquement un SAS. On est loin de tout ça, de ces 2 ans en parcours dans une structure d'insertion. Il va falloir qu'on soit partie prenante et qu'on soit aux avant-postes de cette transition sur la création, le développement de structures, la mise en place d'expériences comme territoire zéro chômeur sur un département rural. Il faut que l'IAE soit aux avant-postes et elle le sera peut-être par l'accueil de ces nouveaux bénévoles. Donc voilà, je sais qu'après vous parlez de l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, ils s'engagent, pas forcément dans les structures associatives qu'on a vu auparavant, les structures sociales plutôt dans l'environnement, etc. Mais les structures d'insertion comme la nôtre, ben, on a des portes d'entrée qui peuvent les intéresser. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes avant de conclure, donc si quelqu'un veut intervenir, c'est avec plaisir. Oui, bonjour, je suis Bernard Habert, président du RQR. Je voulais intervenir, c'est un questionnement qu'on n'a pas encore initié à l'URQR sur le problème des transitions et de l'ESS justement. Je crois qu'il faut être conscient au niveau de l'ESS des enjeux des transitions dont on parle actuellement, enfin, de la transformation. Je préfère plutôt ce terme de transformation, parce que la transition, c'est un mot valise, comme l'a dit Sylvain, qui contient un peu tout et n'importe quoi, et que tout le monde se refile et trimballe dans le système sans savoir exactement ce que c'est. Je crois qu'il faut avoir une idée, d'abord avoir des données objectives et scientifiques sur ce qui se passe dans notre environnement actuellement, et aussi avoir une idée des échelles de valeur. Ce qui nous attend, c'est relativement énorme, et donc il faut que l'ESS ait conscience de ça. Et pour avoir une politique, une stratégie à mettre en place. Je crois que c'est assez important d'abord que l'ESS réaffirme ce qu'elle est réellement, et soit très fier de ses valeurs, essayer de l'imposer au reste de la société, plutôt de rester perméable aux valeurs que lui impose la société, notamment s'adapter au système marchand, et d'autre part avoir une vision, une stratégie proactive à ce niveau-là. Parce que l'ESS, si on regarde un peu, elle sera piégée par les deux phénomènes qui sont d'abord de réparer ou d'accompagner les dégâts causés par la dégradation de l'environnement et de l'économie, ou deuxièmement, de mettre en place le phénomène de transition qui ne sera pas une croissance verte, mais une décroissance. Si on regarde un peu ce que prévoit le GIEC, notamment, c'est sur le terme de transition, plutôt de transformation de nos sociétés, c'est une perte de 5% de PIB tous les ans jusqu'en 2040. C'est-à-dire c'est un Covid tous les ans jusqu'en 2040. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience, essayer un peu de creuser de cette idée, de bien positionner notre rôle dans l'évolution de nos sociétés. Merci beaucoup pour votre intervention. Je peux juste rajouter un petit quelque chose? Oui, je vous en prie, on vous entend bien. Donc, je voudrais dire que l'ESS est souvent donc, aux avant-gardes des innovations. Et le fait que les entreprises classiques imitent l'ESS, moi, je trouve ça plutôt valorisant pour l'ESS. Et par ailleurs, il y a quand même aussi beaucoup d'exemples de partenariats ESS entreprises classiques qui permettent de démultiplier l'action de l'ESS. Je pense à des joint ventures entre des entreprises d'insertion et des grands groupes de logistique notamment, qui ont abouti à des résultats extrêmement super, qui ont permis de
d'après d'embaucher de manière très très large les personnes qui étaient insérées dans ces structures ESS. Mais il n'y a pas que ça, hein. Enfin, bon, c'est un exemple. Donc moi je pense que c'est quand même très valorisant que l'ESS soit aux avant-postes de l'innovation et que derrière, elle diffuse en fait ces méthodes dans le reste de la société. Alors, peut-être pour compléter aussi, voilà, tout à fait d'accord sur être dans l'innovation, mais comme des secteurs comme le nôtre, là, je vois moi, sur des crèches, sur de l'optique, de l'audition, on doit aussi, nous, ce que j'appelle trouver la plus-value mutualiste. Et je peux dire que c'est pas évident au quotidien, donc c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui nous différencie du secteur marchand? Et c'est à nous d'être force de proposition tout en ayant cette réalité économique qui nous incombe. C'est-à-dire que, voilà, très clairement, les opticiens, écoutez voir, opticiens mutualistes, c'est des commerçants à but non lucratif, certes, mais on a un modèle économique à respecter, on a un équilibre financier à trouver, on doit être attractif financièrement, donc avoir, excusez-moi, les tarifs les plus bas possibles. Hein, on les salariés, eh ben, on a cette réalité économique, donc on doit avoir ce souci aussi d'efficience, d'efficience, et tout en trouvant la plus-value mutualiste au quotidien. De trouver cette cohérence, c'est voilà, les valeurs on les a, le souci quotidien on l'a, et parfois on est rattrapé par la réalité économique où on veut vendre très bas, le plus bas possible, mais on veut bien payer salariés, et puis on veut avoir une plus-value. Donc on met plus ou moins RH, mais voilà, toute l'adéquation vulgairement commerciale, même si c'est dans la non-lucrativité, elle nous rattrape. Donc, c'est un challenge quotidien vraiment super intéressant. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, nous, chez Écoutez Voir, opticien mutualiste ou audition mutualiste, il n'y a pas d'objectif de production. Je pense qu'on est seul opticien en France ou audioprothésiste à ne pas avoir d'objectif de production. C'est plutôt de la qualité de service. Et d'avoir des commerçants qui s'impliquent, des salariés commerçants qui s'impliquent dans le bien servir la personne, ça fait super plaisir. Ça montre aussi que aujourd'hui, on est une société où on cherche la productivité à tout va. On peut avoir un bon résultat sans mettre la pression au quotidien sur nos salariés qui sont des commerçants. Hein. Donc, ce n'est pas un gros beau commerçant. Ce sont des commerçants mutualistes, non lucratifs, mais qui ont envie de bien faire. Et on arrive à trouver l'équilibre. Voilà. Avec des gens très impliqués, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est possible d'avoir une efficience. Et ensuite, je parle aussi, moi, j'ai à cœur de parler d'utilité sociale. Donc, nous, on a ouvert un centre optique à l'Albinc. C'est un village de 1370 habitants. Donc, quand j'ai dit ça à Paris, donc on voulait ouvrir un centre optique dans un village de 1370 habitants, ils nous ont dit, mais c'est n'importe quoi. Eh ben, ça marche. Moi, j'ai vu des clients qui sont venus nous voir, je parle de clients, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas changé de lunettes. Donc, voilà, on a une utilité pour le territoire. Et je pense que toutes les structures autour de la table ont cette utilité-là. Et c'est à nous à le montrer aux politiques aussi. Donc, voilà, moi, je suis à la Roseraie. La Roseraie, c'est 25 millions d'investissements sur les 15 dernières années. C'est 60 ETP créés. Voilà, ces chiffres-là, ils parlent aux politiques. Donc, quand on investit des millions d'euros, quand on crée de l'emploi, ça parle aux politiques. Donc, c'est une référence. Donc, c'est compliqué d'avoir cette efficience-là au quotidien. Et je salue les acteurs parce que je sais que voilà, il y a eu des impacts durs sur la crise. Donc, RERTR, je connais bien sur Cahors. Et donc, c'est pas facile pour personne. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Majorel. Je vois que Sylvain Pambour, vous leviez la main pour intervenir. Oui, oui, brièvement, mais c'est pour faire écho plutôt à l'intervention de Bernard Imbert de l'ERQR. Je pense que transition, transformation, faut y aller, quoi. Peu importe un peu le vocable. Je pense que la question, c'est celle d'un changement de modèle. Donc, un changement de modèle, on l'a dit, large, économique, social, etc. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que l'ESS, qui est déjà une autre façon de faire de l'économie et une autre façon d'aborder les questions sociales aussi, a un plein rôle à jouer. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit comment. Voilà. Mais donc, il faut sans doute marteler, convaincre, je ne sais pas. Il faut s'engager davantage encore et trouver des coopérations peut-être voilà, multiples, multi-acteurs, comme il en existe déjà et comme il faut sans doute en trouver d'autres. Voilà.
je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'ai marqué dans le fil de conversation une expérimentation dans laquelle le MES Occitanie est impliqué pour le coup et qui s'appelle Transilience et qui permet d'associer un collectif citoyen avec des chercheurs parce qu'on a besoin aussi de connaissances et de savoir de quoi on parle quand on parle de transition sur un territoire ou de résilience sur un territoire. Bon, j'ai évoqué ce sujet-là, mais ce que je souhaite dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les territoires, il arrive que, il y a différents niveaux de travail, en fait. Hein. Il peut y avoir des collectifs de citoyens un petit peu parfois isolés. Il peut y avoir des acteurs ESS, par contre, comment dire, très en connexion avec des collectivités locales et du coup qui arrivent à produire des choses. Désolée pour le téléphone. Et ce qu'il me semble quand même, c'est qu'il y a... Excusez-nous, hein, on a un téléphone qui sonne. Il me semble quand même qu'il y a une rupture assez grande, c'est ce qu'on ressent dans le travail que nous menons, entre les citoyens, on veut dire les collectifs citoyens et les institutions. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a l'expertise d'usage des citoyens doit être remise à l'honneur. Il y a aussi à refaire du lien aujourd'hui entre la société civile et les institutions qui vont, je dirais, être en charge de la gestion, de prendre des décisions en tout cas importantes pour l'avenir des territoires. Alors ça se fait, est-ce que ça se fait dans les formats qui conviennent? En tout cas, c'est à questionner. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je dis simplement que vraisemblablement dans nos territoires, qu'ils soient urbains et ruraux, il y a des fractures aujourd'hui qui existent entre là où ça se décide et la société civile. Et nous, dans l'ESS, on est un petit peu... alors, je me permets de dire ça, si vous l'acceptez, mais c'est vrai qu'on, dans l'ensemble, dans l'ESS, on est plutôt entre gens lettrés. Hein, on a une capacité de langage et on a une capacité à porter des contenus, des idées. Je crois qu'il faut aussi qu'on se pose des vraies questions. C'est aujourd'hui comment on intègre aussi ceux qui n'ont pas les mots ou ceux qui n'ont pas l'habitude de ces instances-là. Et comment, alors, est-ce qu'on doit s'en faire les porte-paroles? Est-ce qu'on doit revisiter l'éducation populaire? Est-ce qu'on doit faire autrement? Moi, je laisse ouvert le chantier, mais je pense que nous ne sommes pas toujours les bons transmetteurs et que nous avons un devoir de redonner de l'espace démocratique là où il n'y en a plus trop, quoi, hein, où c'est un peu oublié, il y a des trous dans la raquette, il me semble. Et je trouve que ce qu'a dit, donc, c'est Alain, n'est-ce pas, le président de l'URQR, c'est vrai qu'on a besoin de connaissances. Pour moi, associer la recherche dans nos travaux est vraiment essentiel. Jean-Louis Laville a lancé un manifeste pour l'économie solidaire au niveau international pour plaider justement pour l'implication de la recherche auprès de l'ESS. Et ça, c'est très intéressant parce que nous savons peu, en fait. Nous savons peu de choses, et notamment pour affronter les crises qui arrivent. Nous manquons beaucoup, je dirais, d'éléments, de connaissances. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Merci beaucoup, Bérénice. Et je rebondis sur cette intervention ainsi que de celle de Sylvain Pambour, puisque la question du comment est évoquée. Alors, on va devoir conclure, puisque dans quelques minutes vont démarrer les ateliers. Donc, je veille quand même à vous laisser une petite pause entre les deux, parce qu'enchaîner des visioconférences toute la journée, c'est un petit peu difficile. Voilà, je vous ai mis le lien de la République de l'ESS, puisqu'on parle du comment. Donc, je vous invite vraiment à participer, en fait, sur cette plateforme. Vous redire aussi que notre volonté, vraiment, je vous remercie d'avoir tous participé, parce que faire vivre le collectif, c'est non seulement participer et que tout citoyen puisse échanger sur une plateforme, mais c'est surtout essayer de se voir et d'échanger ensemble. D'où notre idée, en fait, de faire vivre cette République de l'ESS à travers des tables rondes, des agoras et des ateliers comme ceux qui vont suivre.
Sachez aussi que les propositions qui seront faites et puis ce que vous nous avez communiqué aujourd'hui, voilà, on va essayer de le synthétiser et puis d'en faire un document qui aura matière à vivre en Occitanie et puis qu'on fera remonter aussi au niveau national sur justement ce projet de République de l'ESS. Donc vraiment, merci beaucoup, merci de votre participation, merci Bérénice, bien sûr, en tant que représentante de la CRES et de ESS France, d'être intervenue lors de cette journée. Merci à tous nos intervenants et intervenantes expertes. Voilà, et puis je vous laisse avec l'ensemble de l'équipe de la CRES et vous pourrez nous retrouver à partir de 16h lors des différents ateliers qui portent donc sur l'engagement des jeunes et sur la thématique aussi du développement rural et des entreprises de l'ESS. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toutes et à tous.